Bonjour à tous et bienvenue sur Judaïcane. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter Les Chapeaux jaunes du pape, un roman historique écrit par Laurent Benveniste et qui nous raconte la vie d'une famille juive dans un des ghettos de Carpentras, dans le comtat vénitien. Nous sommes en avril 1789. Il s'appelle David, il a 20 ans. Il vit donc à Carpentras, dans un des 4 ghettos du comtat vénitien, avec entre autres Cavaillon, l'île sur la Sorgue et Avignon, possession des papes en terre de France depuis 500 ans. Les membres de ces 4 communautés sont nommés plus couramment les Juifs du pape. Ils sont astreints entre haute humiliation à porter un chapeau jaune, afin qu'on ne les confonde pas avec les chrétiens. Mais pourquoi donc ces Juifs se sont regroupés en Provence, dans le comtat vénitien? Eh bien, les papes ont préféré proposer aux Juifs de venir les rejoindre pour les protéger dans le comtat vénitien, alors que dans le reste de la France, ils sont chassés, persécutés. Ce n'est pas par grandeur d'âme que les papes appellent les Juifs à rejoindre le comtat vénitien. Il y a 2 raisons essentielles. L'argent, car nombreux sont certains Juifs à faire du commerce ou de l'usure. Et d'autre part, ce qui est beaucoup plus perfide, les papes souhaitent que le peuple juif survive en tant que témoin du meurtre de Jésus-Christ. Alors, dans ce ghetto à Carpentras, ils sont astreints, une fois par semaine, à écouter le sermon du prélat, les culpabilisant sur le crime, sur le déicide, et leur proposant même de pouvoir se convertir pour sortir de leurs conditions. Beaucoup de Juifs se convertissent, d'autres restent dans ce ghetto de Carpentras. C'est quoi un ghetto? Eh bien, un ghetto, c'est tout d'abord un endroit où on parque des gens. Et le premier ghetto fut créé à Venise, sous le nom justement de ghetto, qui veut dire fonderie en italien. Les papes, en 1515, décident donc d'ouvrir un ghetto à Venise. D'autres ghettos, bientôt, s'ouvriront donc dans le comtat vénitien, comme je viens de vous le dire. Mais revenons à David. David a 20 ans. Il n'en peut plus des vexations, des humiliations. Il n'en peut plus de voir sa mère, sa sœur, son grand-père, ses oncles, ses frères et ses amis de la communauté souffrir comme ils le sont. Il faut savoir aussi que le ghetto de Carpentras est constitué de 2 ruelles, dont une rue ne fait pas plus de 80 mètres de long, sur 3 à 4 mètres de large. Ils sont plus de 900 personnes, soit 225 familles à vivre dans des conditions très difficiles. Puanteur, pestilence, odeurs nauséabondes. Tout n'est que saleté. Mais non pas de la faute des Juifs. Tout simplement parce que, habitant dans des masures, il a fallu construire jusqu'à élever 8 et 9 et 10 étages. Tout de guingois. Les conditions sont extrêmement difficiles. Et pourquoi les conditions d'hygiène sont mauvaises? Pas d'ascenseur, bien évidemment. Alors on jette par les fenêtres les excréments, les ordures et tout est déversé au sol. Ils sont interdits de sortir du ghetto, sauf pour des affaires d'ordre professionnel, parce qu'ils commercent malgré tout avec l'extérieur. Et ils sont enfermés le matin, la porte est rouverte, et le soir elle est refermée. C'est un grand portail, et ce sont les Juifs qui sont obligés de payer le chrétien pour ouvrir ou fermer l'accès aux carrieros. David va se battre parce que, tout d'abord, Esther qui est enceinte et dont le mari a fui, la laissant dans un état seul avec sa maman, il va tout faire pour retrouver l'enfant de Esther qui a été enlevé pratiquement quelques jours après sa naissance, juste après la Bret Mila. Là, c'est un suspense absolument incroyable qui va se dérouler, mais là, je vous laisse à votre lecture. Et puis David a un oncle, Isaac, qui va l'introduire chez les francs-maçons.
Il va rencontrer Monsieur de Lafayette qui revient d'Amérique avec la déclaration d'indépendance de l'Amérique. Ce qui donne des idées à tous les révolutionnaires français, tous ces érudits qui veulent s'emparer également de cette révolution pour pouvoir écrire notre déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Alors David va se battre, il va se battre sur tous les fronts, il va monter à Paris, il va s'introduire, être introduit dans les salons capiteux de la noblesse révolutionnaire. Et puis, il va enfin retrouver la trace du bébé de sa sœur. Et puis, il est amoureux d'une chrétienne, Marie, la fille de Thomine, amie de Bella. Mais c'est interdit entre juifs et chrétiens de s'aimer, de s'épouser, d'avoir des enfants. Ces amours secrètes vont se dérouler dans le silence. Puis, David ira se battre encore et encore pour libérer Carpentras, qui refuse de céder à la Révolution française. Enfin, je voudrais vous rappeler également que parmi les 225 familles qui habitent sur une superficie ridiculement petite, pas plus de 200 mètres carrés, provoque un entassement terrible qui a pour conséquence des conditions de vie inimaginables. Mais ce peuple juif de cette époque est très puissant, têtu. Et malgré toutes les humiliations, eh bien, ils vont s'en sortir. La papauté rendra la liberté aux Juifs en 1793, 3 ans plus tard que le reste de la France. Alors moi, je vais vous dire dans ce livre que j'ai beaucoup aimé pour avoir appris énormément de choses sur le XVIIIe siècle, c'est la fin des ghettos. J'ai appris aussi que la première trace des Juifs en France remontait au 1er siècle après Jésus-Christ. On retrouve effectivement ces traces-là grâce à des fouilles, et puis on suppose que ces Juifs arrivés au 1er siècle après Jésus-Christ sont arrivés justement avec les Romains qui les ont amenés de Judée en tant qu'esclaves pour construire des édifices, en France notamment. Et les Juifs de Provence n'ont absolument rien à voir avec les Juifs de tout le reste du monde. D'ailleurs, ils pratiquaient surtout une langue d'oc avec des mots d'hébreu mélangés, des mots français et de la langue d'oc. Et puis, beaucoup de Juifs à ces époques-là ont dû se convertir. Et beaucoup d'autres sont restés Juifs malgré les conditions de vie difficiles et inhumaines. Voilà, je suis ravie de vous avoir parlé de ce livre, et si vous voulez aller plus loin dans l'histoire, vous pouvez aussi lire le roman d'Eliette Abécassis, son dernier roman, qui traite, lui, d'une autre période des Juifs en France, et notamment au XIIIe siècle. Et c'est formidable d'instruction aussi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt, et bonne lecture à tous, bonne lecture à tous.